Penduic III, aujourd'hui, du fait de sa longévité dans la course au large, est toujours le bateau français le plus titré en course au large. Ouais, non, il a 55 ans de carrière, il vient encore de courir là. Donc c'est lui le plus vieux. C'était le plus vieux bateau de la Route du Rhum. Vous avez compris ? On va parler d'un bateau mythique, le Penduic III. Salut Anne, bonjour à vous toutes et tous. Voici donc l'épisode 5 de la saison 2 des Dessous de la voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Et oui, pour cet épisode, nous allons prendre des embruns historiques. Alors Olivia, tu as embarqué à bord de Penduic III avec Arnaud Pénarin, qui a participé à la dernière Route du Rhum, destination Guadeloupe, à bord de ce bateau de légende conçu par Éric Tabarly en 1967. Une occasion en or pour emmener nos auditrices et auditeurs en mer et mieux connaître cette goélette qui a navigué sur tous les océans du globe. Enfilez vos vestes de quart et embarquez à bord d'une légende vivante. Alors j'ai eu l'immense chance d'être invitée par Arnaud Pénarin qui a couru la célèbre Transat en solitaire en novembre dernier et qui s'occupe au travers de son chantier de Pont-l'Abbé de la remise en état originelle des Penduic. Alors Penduic III, comme tu l'as dit Anne, est né du crayon à dessin d'Éric Tabarly et fut le plus grand voilier en aluminium jamais construit à l'époque avec ses 17,50 m de long. L'histoire de ce voilier est complètement folle. Dès 1967, Éric Tabarly raflera toutes les courses en équipage. Et c'est sans doute avec Penduic III qu'il s'imposera comme un skipper de renom et fit taire définitivement les critiques venues notamment d'outre-Manche. Alors un palmarès éloquent dès sa mise à l'eau, premier de la course de sélection pour l'Admiral's Cup, premier de la Morgan Cup à Portsmouth, entre Portsmouth et Cherbourg, vainqueur de la Gotland Race, vainqueur toute catégorie sur la Channel Race, une double victoire de la mythique course du Fastnet. Cette double victoire fut d'ailleurs un exploit pour Éric Tabarly et son équipage qui remportent la course en temps réel et en temps compensé. À l'époque, aucun appel n'est possible, les participants sont dégoûtés devant l'hégémonie des Français. Les organisateurs du RORC changeront d'ailleurs le règlement concernant la jauge dès le 1er janvier 68 et ce, dans le seul but de pénaliser Penduic III. Alors on poursuit le palmarès, vainqueur ensuite de la Plymouth La Rochelle, premier sur la course La Rochelle-Bénodet, premier sur le Tour de l'île de Groix et vainqueur de la fameuse Sydney-Hobart en temps réel. Allez, les voiles sont parées à être hissées, mon micro est branché, je vous embarque pour plusieurs minutes d'immersion, c'est parti. Paré à virer. Ok, on y va. Bonjour Arnaud, merci d'inviter nos auditrices et nos auditeurs à embarquer à bord de Penduic III, c'est absolument génial. Alors pour commencer, moi j'aimerais que tu nous racontes l'histoire de ce bateau qui est né en 1967, des planches à dessin d'Éric Tabarly. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce bateau. Alors Penduic III, alors bienvenue à bord, bienvenue à tous. Et Penduic III est effectivement un bateau très intéressant techniquement, puisque en 1967, Éric avait l'intention de faire courir un bateau sur l'ensemble des courses du RORC, qui étaient des règles établies par les Anglais. Et cette règle disait deux choses en particulier, que le bateau devait faire 10 mètres à la flottaison et faire un maximum de 16 mètres de mât. Donc Éric a pris une planche à dessin et s'est dit qu'est-ce que je peux faire autour de ces deux côtes-là. Et là, on est toujours sur le bateau qui n'a pas changé, donc on est vraiment dans le bateau de 1967. Et ce bateau est très étonnant parce qu'il a 10 mètres de flottaison, mais on est à 17 mètres 75 au pont. C'est-à-dire qu'il a élancé le bateau à l'arrière avec très longue voûte et fait un guilbre, ce qui fait de ce bateau qu'il a une forme très particulière, c'est qu'il a un guilbre et ça part de la flottaison et vous voyez, ça fait un arc de cercle pour allonger le pont. Et ensuite, il s'est dit, un bateau de quasiment 18 mètres avec un mât de 16 mètres, eh bien, c'est trop court, ça ne marchera pas. Donc, il s'est dit, mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Et il a regardé notamment les goélettes de pêche aux États-Unis, qui étaient gréées en goélette à deux mâts. Et il s'est dit, si je mets deux mâts de 16 mètres, comment je peux remplir cet espace qu'il y a entre les mâts et comment je peux mettre des voiles ? Et donc, il a regardé ces gréements américains et il a recréé une goélette
type de pêche avec le fameux Penduic 3. Donc il a dessiné, il a été proposé ses plans au chantier de la Perrière à Lorient, qui a validé les plans techniques et qui a vraiment conçu du coup le bateau en termes de structure. Et quand les Anglais ont vu ce bateau la première fois, ils ont dit mais le vilain petit canard, il va jamais rien faire ce bateau. Ah, c'est dingue, incroyable. Et alors donc ce bateau, il est complètement en aluminium, c'est ça. Et Éric Tabarly, on sait, était quelqu'un d'assez novateur, qui voyait loin. Tu me disais tout à l'heure, quand on visitait des bateaux, il y avait quand même des choses qui, aujourd'hui, qu'on peut retrouver éventuellement sur des IMOCA. Explique-moi un petit peu en quoi il a été novateur, ce bateau. Alors déjà, Éric, en 1964, il avait construit Penduic 2 en contreplaqué et à l'époque, c'était déjà un des plus gros bateaux, plus grands bateaux en contreplaqué. Il avait gagné la Transat anglaise en solitaire en 1964 et pour 67, il se dit il me faut un bateau plus gros. Un bateau comme on vient d'en parler avec ces formes-là en contreplaqué, c'était compliqué à réaliser. Et à l'époque, l'aluminium commençait à arriver sur le marché. Et les architectes, notamment au chantier de la Perrière, lui ont dit mais on pourrait peut-être faire un bateau en aluminium. Et donc il est parti sur cet aluminium qui est beaucoup plus léger que l'acier, avec lequel on construisait beaucoup de bateaux à l'époque. Et en fait, la structure, il fallait là trouver une structure suffisamment forte de charpente du bateau pour que le bateau ne se déforme pas. Et c'est ce qui a été fait pour ce bateau-ci. Et quand on dit qu'il est novateur, c'est que effectivement plein de choses nouvelles pour l'époque, pour le yachting, ont été mises en place sur le bateau. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a eu assez peu de modifications à faire sur le bateau. Tout a bien fonctionné tout de suite. Donc le bateau a révolutionné un peu le yachting à ce moment-là. C'est incroyable. Alors, tu me montrais la table à cartes, explique-moi. Alors il y a plein de petites choses, c'est vrai, qu'Éric a aujourd'hui, on voit sur certains bateaux, notamment des bateaux de course, des ultimes même, on voit des choses que on a l'habitude de voir, mais ce qui est très intéressant, c'est la genèse de tout ça. Et on a fait, on m'a demandé de faire un rapport entre Penduic 3 et certains ultimes au départ de la route du Rhum en octobre. Et en fait, on se rend compte que l'idée est déjà ici. Sur Penduic 3, il y a plein d'idées qui ont continué, qui ont évolué bien sûr, qui ont été modifiées, mais qui sont déjà sur Penduic 3. Et Éric était quelqu'un qui lisait énormément et de tout. Et je me souviens de le voir tout le temps plonger dans des bouquins. Et il prenait beaucoup d'idées des anciens. Et aussi bien des bateaux de pêche que des bateaux de yachting. Et sur Penduic 6, sur Penduic 3, il y a des tas d'innovations. Là, on parlait de la table à cartes. Bien, effectivement, sur Penduic 2 et sur Penduic 3, on a une table à cartes à cardan, c'est-à-dire qu'il y a un cordage qui est sous cette table à cartes, qui est sur 2 pivots. Et quand le bateau gîte énormément, vous appuyez sur le cordage et la table à cartes se met naturellement à l'horizontale. Ouais, il y a un petit rail courbe, on voit, sous la table à cartes. Et donc, elle suit, on peut la régler sur ce rail. Oui, ce rail est courbe avec des trous. Et puis quand vous appuyez sur ce cordage, il y a 2 petits pistons qui se rétractent. Et quand vous lâchez, les pistons viennent dans les trous et la table est calée. Et vous êtes à plat pour travailler. C'est une des innovations. Mais il y en a plein. Ouais, il y en a plein. On fera le tour du bateau tout à l'heure. Alors moi, j'avais envie de savoir quel est le caractère de Penduic 3. Comment tu le définirais pour le rendre humain? Car on sait que les bateaux ont une âme. Et puis tu connais par cœur le bateau, puisque tu as fait la dernière route du Rhum à bord. Alors, voilà, quel caractère il a ce bateau? Alors ça, c'est très facile. Penduic 3, c'est le meilleur ami du monde. C'est un super copain parce que Penduic 3, il vous fait jamais un mauvais coup. Il est toujours là pour la sécurité pour vous. C'est un bateau sur lequel on se sent bien. Moi, à la route du Rhum, je suis parti sans aucune appréhension parce que j'ai beaucoup navigué sur ce bateau et je savais qu'il me ferait pas de sale coup. Quand je dis de sale coup, vous voyez, sur un bateau, parfois, s'il n'est pas bien conçu ou s'il est mal réglé, lorsque vous lâchez la barre, le bateau part dans tous les sens ou il se met contre le vent, le bateau s'arrête, ça peut être dangereux dans du mauvais temps. Là, un Penduic 3, vous lâchez la barre, vous ne mettez pas de pilote automatique, vous lâchez la barre, vous allez devant, vous pouvez travailler pendant 3 à 4 minutes à l'avant, revenir, il n'a pas bougé. C'est un copain, un super copain. Et alors il marche fort au portant, je crois, au portant dans la brise, non? Oui, parce que c'est un bateau qui est fait pour le mauvais temps. Donc c'est un bateau robuste, on l'a vu, il est en aluminium, donc il est très costaud. C'est un bateau qui a été dessiné pour le large, donc pour
pour la grosse mer. Et puis c'est un bateau qui, dans sa carrière, a fait plein de choses. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais plein de tours du monde et qui a subi des cyclones, donc et qui est toujours là en super état. Donc oui, c'est un bateau qui est prévu pour le portant, mais qui marche aussi bien dans le pré, dans de la mer formée. Il est très étonnant, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, quand on monte dans le mât et qu'on regarde le pont, on a une petite seconde à se demander où est l'avant de l'arrière. Oui, c'est vrai, il a un petit cul. Absolument, Comme on dit. Et il a une étrave qui est aussi pincée, et donc le bateau est en forme de un peu, on dirait pas une goutte d'eau, mais une goutte d'eau inversée avec deux pointes de chaque côté. Il est très étonnant. Bon, et puis il faut dire que c'est un bateau qui a été conçu pour 9 personnes, et toi, tu étais tout seul sur cette route du Rhum. Ouais, alors ça, c'est un parti que j'avais plusieurs objectifs dans cette route du Rhum, et notamment mon objectif personnel, c'était un peu le défi sportif, puisque effectivement le bateau a été conçu pour 9 équipiers. Voilà, vous avez vu à bord, il y a 6 bannettes, donc il y avait en permanence 3 personnes sur le pont, et on a fait un chantier de préparation du bateau pendant l'hiver 2022. Et on a pris le parti de ne pas modifier le bateau et de le laisser dans sa configuration de 1967. Donc ça, c'est la configuration de la Sydney Hobart et de toutes les courses du Rock, donc du neuvage du bateau. Donc tout là, le gréement, tout le fonctionnement du bateau est comme à l'époque. Et donc du coup, effectivement, c'est fait pour 9. Alors moi, j'ai quand même fait une petite entorse à toute cette histoire de 1967, c'est que j'ai mis un pilote automatique. Ça, c'est vraiment indispensable. Mais je me suis aussi bien préparé physiquement. Je m'y suis mis 2 ans à l'avance. 2 ans avant le Rhum. Ah, quand même. Ouais. 2 ans avant le Rhum, je me suis mis à faire du sport, mais lié à ce que j'allais faire sur le bateau. Donc avec des mouvements particuliers, notamment là, il n'y a pas d'enrouleur sur ce bateau, donc toutes les voiles sont en soute à voile. C'est quand même des grosses voiles parce que c'est un gros bateau, donc il faut tout plier, il faut tout déplacer, il faut les extraire de la soute à voile quand elles sont mouillées. Bon. Donc beaucoup de mouvements de renforcement des jambes et des abdominaux et du dos. Et puis on est à l'intérieur du bateau, là on discute ensemble à l'intérieur du bateau, il n'y a pas beaucoup de hauteur sous barreau, c'est-à-dire la hauteur à l'intérieur, t'es grand, c'est aussi un truc, ça, de s'habituer à marcher un peu courbé, quoi. Eric était pas grand. Mais oui, le bateau en fait, il n'y a pas de roof sur ce bateau parce que on appelle ça en termes maritimes un flush deck, c'est-à-dire que le pont est complètement plat. Parce que c'est un bateau de course quand même. Donc le volume intérieur n'est pas une priorité. Donc on a priorisé un pont plat pour pouvoir mettre les accastillages, donc les winches et tout ce qui nous permet de naviguer. Et puis surtout pour se déplacer, c'est beaucoup plus simple parce que quand on est en équipage nombreux ou même réduit, le bateau est gitard. Donc gité, ça veut dire qu'on est penché et donc il faut avoir de quoi marcher. Et s'il y a des obstacles sur le pont, surtout la nuit, ça peut être dangereux. Donc là, le pont est complètement plat et du coup, on a un volume intérieur qui est très réduit, qui est pas très haut. Je sais pas combien ça doit faire 1m65. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas très... Il faisait pas 1m65 quand même, Eric Tabarly. Juste un peu plus. Alors, on va revenir un petit peu à ta route du Rhum. Tu courais la route du Rhum pour les enfants de l'hôpital Robert Debré. Moi, j'ai une question. J'ai la sensation qu'avec ce genre de bateau, ce Penduic, ça pouvait pas être autrement. Tu ne pouvais pas courir pour autre chose qu'une belle cause. Peut-on dire que les Penduic ont un rôle de transmission et de porteur de rêve ? Alors là, bravo, complètement. Je l'aurais pas mieux dit, mais oui, effectivement, quand on a... En fait, c'était les 30 ans l'anniversaire des 30 ans de la création de l'association Robert Debré, qui aide les enfants hospitalisés à l'hôpital Robert Debré à garder le sourire. C'est-à-dire que les enfants ont des pathologies souvent très lourdes à supporter et il faut les aider à supporter tout ce qui est cet environnement médical. Et donc, une fois par an, cette association, donc il y a 30 ans maintenant qu'elle a commencé, a décidé d'amener les enfants au bord de l'eau et de les faire naviguer. Et ils ont demandé à Eric Tabarly d'en être le parrain, il avait accepté, et après lui, c'est Jacqueline Tabarly qui a pris le relais. Et dès qu'on peut, nous, depuis 30 ans, on amène un ou des Penduic avec les enfants qui viennent 4 jours au bord de l'eau. Et donc, il y a une association qui amène des bateaux, des bénévoles, et nous, on essaie d'amener un ou des Penduic. Et pour ces 30 ans, avec Jacqueline Tabarly, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait les aider. Et effectivement, Penduic 3, ça s'est imposé pour plein de raisons, parce que d'abord, les enfants et l'hôpital connaissent bien ce bateau, et surtout, c'est un bateau tellement iconique qu'il y avait une vraie relation entre le bateau
cette transmission avec les enfants et le fait qu'on a aussi des projets de classement du bateau. Oui. Et tout ça, c'était le moment d'en parler. Et donc, évidemment, Penduic 3, ça a beaucoup fait parler que Penduic 3 revienne sur la route du Rhum, car la dernière fois, c'était en 1978. On avait, avant le départ de la route du Rhum, à 200%, on avait rempli notre contrat de communication et le fait que le bateau soit au départ. Donc ça, c'était fantastique. Je suis super heureux. Ah, c'est top. Alors justement, on va parler de l'association des Penduic. Qu'est-ce qu'elle propose, cette association, avec ces bateaux, et comment elle fonctionne? Et justement, on va reparler de ce classement monument historique. Où est-ce que ça en est? Alors, les bateaux appartiennent tous à des propriétaires différents, que je peux citer. Penduic, alors Penduic, c'est le premier, le bateau du papa d'Éric puis d'Éric. Penduic 3 et Penduic 6 appartiennent à la famille, donc à Jacqueline et à Marie Tabarly. Penduic 2 appartient à l'École nationale de voile basée à Quiberon. Et Penduic 5 fait partie des réserves du musée de la Marine de Paris, au Palais de Chaillot. Penduic 4, il a disparu, il s'appelait Manureva pendant la route du Rhum 78 justement. Donc il reste 5 Penduic et qui sont confiés à l'association Éric Tabarly qui est basée à la Cité de la Voile Éric Tabarly. Et cette association, elle a pour objet d'entretenir et de faire naviguer les bateaux. Donc elle a des mécènes et des partenaires qui l'aident financièrement à gérer tout ça. Et les bateaux naviguent du mois de début avril à fin septembre, tous les ans. Après, ils sont sortis de l'eau, ils ont un chantier d'hiver. Et l'association, elle a des adhérents et elle propose aux adhérents de naviguer sur les bateaux. Donc il y a des sorties qui sont organisées et elle propose aussi à ses partenaires de naviguer avec elle. Son objet, c'est de faire perdurer l'esprit d'Éric et bien sûr de continuer à faire naviguer les bateaux. Et alors les classements, monuments historiques. On sait que Penduic, le premier, est classé monument historique. Qu'en est-il des autres? Oui, alors ça c'est un sujet parce que alors là je suis impliqué pour deux raisons. La première, c'est que je suis le président de l'association Penduic. Alors cette association, elle a été créée il y a 3 ans parce que on s'est retrouvé dans la capacité financière, la famille s'est retrouvée dans la capacité financière de reconstruire Penduic, qui avait des problèmes structurels. En fait, le bateau est en composite et le composite s'était délité avec le temps, donc il fallait tout refaire. Et le seul moyen de sauver le bateau, alors, il y a eu deux questions se sont posées. Est-ce que l'association Éric Tabarly, elle n'avait pas les moyens de reconstruire le bateau? Donc la question c'est, est-ce qu'on arrêtait Penduic, on le mettait dans un musée ou dans un hangar, ou est-ce qu'on essayait de trouver des solutions pour continuer à faire naviguer ce bateau? Et la solution, elle a été de faire classer le bateau au monument historique. Et pour ce faire, la famille a été obligée de le donner à une association pour qu'il profite au plus grand nombre. Donc on a créé une association et aujourd'hui le bateau a été refait et continue à naviguer. Dans ton chantier d'ailleurs, parce que tu as un chantier Ports-Moreau, c'est ça, à Pont-l'Abbé? C'est ça, j'ai un chantier naval. Nous, en fait, on s'est associé avec le chantier du GIP pour faire Penduic. Donc le chantier du GIP s'est chargé de la partie bois, parce qu'il y a quand même une partie charpente en bois. Et il a fallu refaire une coque, et nous, on s'est chargé de tout le composite. Donc avec deux chantiers, en 2 ans, on a refait le bateau. Et là, aujourd'hui, l'idée de classement, en fait, elle vient pas forcément de nous, mais lorsque les premiers rendez-vous qu'on a eus avec le ministère de la Culture à Paris, on a évoqué le possible classement de Penduic. Et ils nous ont dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Et en fait, ça n'a pas été fait avant parce que Éric Tabarly ne voulait pas classer Penduic en disant, mais moi j'ai refait ce bateau en 1958, et donc qu'est-ce qu'on va classer? C'est plus le bateau de William Fife parce que c'est un plan de 1898. On va pas faire classer ce bateau-là, je l'ai complètement modifié. Donc je peux pas classer un bateau que j'ai bricolé. Et nous, en fait, on n'a pas classé le plan Fife de 1898, mais on a classé le bateau qu'a refait Éric Tabarly en 1958, parce qu'en 1958, la technique qu'il a utilisée pour reconstruire le bateau, ça en faisait le bateau en composite le plus grand du monde. Personne n'avait fait un bateau aussi grand en composite. Donc là encore, il avait innové, et donc on a classé en fait cette innovation. D'accord. Et on a refait le bateau à l'identique, bien sûr, comme on l'a classé monument historique, à l'identique ce qu'avait fait Éric, mais avec une technologie moderne, avec des matériaux différents, et puis on a renforcé un peu la structure qu'il avait montée.
D'accord. Et les autres penduics pourraient être classés aussi ou pas? Oui, alors je vous disais, le ministère nous a dit, la première question qu'ils nous ont posée, mais pourquoi il n'était pas classé avant, et surtout ils nous ont demandé, mais pourquoi vous classez pas la flotte? Ouais. Parce que ça avait du sens de classer une flotte entière. Et ça, ça aurait été la première fois en Europe que ça se faisait. Sauf que c'était compliqué, on n'était pas prêt, on avait vraiment il fallait qu'on se focalise sur Penduic. Et aujourd'hui, on est prêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient avec la route du Rhum, par exemple, on vient de montrer que tout notre fonctionnement est opérationnel. C'est-à-dire l'association Éric Tabarly fonctionne bien, les bateaux sont en super état. Et donc l'idée de classer, c'est pas pour refaire les bateaux ils sont tout neufs quasiment. Mais c'est plutôt de concentrer la flotte ici à la Cité de la Voile et de les conserver en France pour qu'ils continuent à naviguer tous ensemble. Et ça, en Europe, ce serait la première fois qu'un gouvernement fait quelque chose comme ça. Ouais, c'est fabuleux. Et puis rien que de les voir déjà quand on arrive à Lorient devant la Cité de la Voile, c'est quand même incroyable. C'est hyper émouvant, je trouve, de voir 3-4 bateaux d'Éric Tabarly comme ça les uns à côté des autres, c'est fou. Alors justement, on va parler un petit peu d'Éric Tabarly. Ça fera en fait le 13 juin prochain 25 ans qu'Éric nous a quittés. Moi, je voudrais savoir comment tu l'as rencontré et puis quel homme était-il avec tes mots? J'ai rencontré Éric en 92. Donc j'avais 20 ans. Je l'ai rencontré, pas du tout en France, je l'ai rencontré en Italie, à Imperia. Il y avait une course de bateaux classiques, il était venu à Penduic. Et moi j'étais sur un autre bateau qui s'appelait Gungadin, qui existe toujours. C'est le plus vieux plan français navigant, il est de 1897. Donc il était un peu plus vieux que Penduic. Et c'était une régate de bateaux classiques, on allait jusqu'à Cannes. Et à l'arrivée à Cannes, il faisait... C'est la VHF. Donc on vous ment pas, on est vraiment à bord. Et à l'arrivée à Cannes, on était 3 gamins sur ce bateau-là. Et toi, t'avais quel âge à l'époque? J'avais 20 ans. Ah oui. Et en fait, on avait plutôt bien marché contre Penduic. Je me souviens, Penduic, ils changeaient les voiles, ils travaillaient et tout. Et nous, on était calés avec nos 2 petites voiles. Et puis à un moment on a explosé, et forcément comme on était jeunes on a tenu les voiles trop longtemps, on a explosé notre spi et Penduic est passé devant nous. Et je crois qu'on est arrivé 3 heures après la fermeture de la ligne et Éric vient nous voir lorsqu'il vient prendre les amarres du bateau et il nous dit il est pas mal ce bateau. Et en discutant, il dit mais et vous êtes qui? Et moi je lui dis moi je suis le Breton. Il me dit mais t'es d'où en Bretagne? Et en fait il s'avère que je suis originaire de Pinmar et lui était à Bénodet, c'est à 15 minutes. Et il me dit mais tu voudrais pas naviguer avec moi sur Penduic? Alors je lui donne un petit bout de papier déchiré sur une nappe qui met il y avait un temps il pleuvait des cordes et donc il met dans son short le petit bout de papier et je me dis je reverrai jamais Éric Tabarly. Et 15 jours après, je reçois un coup de fil et il me dit je pars en mer, tu veux venir? Et voilà, et l'histoire a commencé comme ça. Incroyable. Et quant à Éric, moi j'ai été stupéfait des navigations que j'ai fait avec lui, de sa capacité à faire confiance. Ça m'a vraiment marqué parce que j'étais encore un gamin, mais et même les autres, quand on était tous ensemble, il nous faisait complètement confiance. Il nous laissait faire des choses. Et qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis, oh là là, c'était chaud quand même. Donc je pense qu'il savait ce qu'il faisait, mais en même temps, il avait cette capacité à énormément faire confiance aux gens. Ça, c'est bien. Et je pense que lui, sa façon de naviguer, c'était d'apprendre aux gens en les faisant faire et en leur montrant comment faire. Sans des grands discours. Alors, pas de grands discours. Hein. Ah non, fallait regarder. Ouais. Donc ça veut dire que c'était calme à bord, il y avait pas un mot plus haut que l'autre. Non, jamais. C'était comment? J'ai jamais entendu Éric. Je l'ai vu souffler et baisser les épaules, mais je l'ai jamais entendu crier. Non, jamais. Alors Arnaud, tu es un passionné de mer, de bateaux, de compétition aussi, faut le dire, tu es un régatier. Ton chantier Pont-l'Abbé donc, s'occupe de la refonte de navires de la SNSM, des Penduic, des Boréal, qui sont des bateaux de grand voyage en alu. Quelle est votre actualité en ce moment là dans le chantier? Qu'est-ce que vous faites là? Alors dans le chantier, effectivement, on a une grosse actualité en ce moment. C'est un scoop. En fait, j'ai 2 chantiers différents. Un chantier qu'on avait au début basé à Lorient dans la base des sous-marins, qu'on a délocalisé maintenant à Pont-l'Abbé. Donc les 2 entités se retrouvent sur les mêmes sites, mais on a 3 sites en tout, et on est chargé
des boréales, effectivement, on fait toutes les peintures. Donc on est spécialisé dans la peinture de yachts sur navires en aluminium. Ouais. Donc ça, c'est une de nos activités. On a une autre activité de préparation de yachts pour des courses ou des tours du monde. Alors, mais plutôt des gros bateaux, au-dessus à partir de 100 pieds. Donc plutôt des gros navires. Et ensuite, on a une autre activité qui représente à peu près la moitié de notre temps activité, qui est la refonte de navires de sauvetage pour la SNSM. Et là, l'actualité, c'est qu'on va complètement refaire nos chantiers, parce qu'on a une partie de notre site date de 1947. Ah oui. Et ça, c'est un site hyper intéressant parce que on peut hisser des navires jusqu'à 650 tonnes. Et c'était des chantiers qui avaient été construits initialement pour produire des bateaux de pêche. Et ils ont construit 250 bateaux là. Et là, on va refaire tout ce site pour se lancer dans la construction de bateaux. Ah, alors quel genre? Des voiliers ou des bateaux à moteur? Bateaux à moteur pour le service, pas pour la plaisance. Donc pour le service, pour les ports Et je peux pas en dire plus. C'est secret, mais on se reverra et on en parle quand... Moi j'aurais essayé. Le contrat est pas signé. Mais c'est en cours, donc on se prépare. Bon Arnaud, un grand merci en tout cas de nous avoir reçus à bord de Penduic 3. Je vais encore profiter un petit peu du bateau. Un grand merci et puis on va suivre ce que tu nous as annoncé là de très près. Ok. C'est bien, il fait des questions tout seul. Ah, tu me demandais pourquoi il n'y a pas eu d'autres Penduic 3. Et en fait, Penduic 3 était un bateau tellement novateur à l'époque, il a tellement tout gagné dans ses 2 premières années que les Anglais ont décidé de changer la règle. Et donc les règles du RORC ont été complètement modifiées et Penduic 3 a été dépassé en 24 mois. Et donc ils ont tout fait pour qu'un bateau comme celui-ci ne puisse plus gagner. Par conséquent, il n'y a pas eu de série, il n'y a pas eu de plan B Penduic 3 parce que le bateau a été dépassé très rapidement parce que les règles ne permettaient plus de courir en RORC. Alors ce qu'a fait Eric après, c'est qu'il a essayé d'adapter Penduic 3 aux nouvelles règles. Donc c'est à ce moment-là où le bateau a eu plein de gréements différents. Il est passé en sloop, le gréement, le plan de pont a été modifié et en fait il n'était pas aussi efficace. Donc Penduic 3 a rapidement été sorti des courses du circuit par nos amis de l'autre côté de la Manche. Et super, merci Olivia. J'ai eu des frissons en écoutant le reportage. J'avais l'impression d'être à bord avec ce bateau qui a une âme. On doit se sentir tout petit face à ce bateau historique. Enfin, comme le dit Arnaud, on souhaite qu'ils soient tous inscrits comme patrimoine historique. Et c'est toujours très émouvant, je trouve, de voir les Penduic amarrés devant la cité de la voile Éric Tabarly à Lorient. Courez-y d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller. Et puis j'en profite pour vous dire que Gérard Petitpas, fidèle lieutenant d'Éric Tabarly pendant 15 ans et créateur de la société organisatrice de courses au large Penduic, vient de sortir un livre qui s'appelle Marin au pluriel, truffé d'anecdotes, de coulisses avec Tabarly et ses équipiers. Je ne l'ai pas encore lu, mais je m'en pourlèche déjà les babines. Et maintenant, on passe aux news, au coup de cœur et au coup de gueule. Alors, je commence par un gros coup de cœur. Nous en avions parlé dans les dessous de la voile. C'est évidemment la victoire de Kirsten Neushofer, la navigatrice sud-africaine qui vient de remporter la Golden Globe Race. Et elle entre dans l'histoire nautique car elle devient la première femme à remporter un tour du monde en course. Partie le 4 septembre, Kirsten aura mis 233 jours, 18 heures, 43 minutes et 47 secondes à faire le tour du monde en solitaire, les Sables d'Olonne, sans escale et sans technologie à bord, ni téléphone satellite. Une course à l'ancienne où sur les 22 partants, seuls 3 terminent classés. Alors on peut dire que Kirsten est une grande dame. Chapeau bas. Mon autre coup de cœur s'adresse aux organisateurs qui font des courses mixtes. Nous en avions parlé avec Yves Leblévesque, qui a été le premier à imposer le double mixte sur la Plastimo Lorient Mini, avec 85 équipages mixtes qui étaient au départ de Lorient le 13 avril dernier. Et ce dimanche 30 avril, c'est la Transat Paprec, Concarneau-Saint-Barth, qui est maintenant 100% mixte, qui a accueilli donc 11 équipages en Figaro-Beneteau. Je trouve vraiment cela super, mais quand même, c'est un peu dommage de devoir en arriver à imposer des duos mixtes pour que les femmes puissent naviguer. Le 22 avril dernier à La Rochelle, le classe 40 Everial, skippé par Erwan Le Draoulec, remportait la 2e étape du défi atlantique
entre Horta et La Rochelle. Au classement général, après 2 étapes, c'est l'équipage de Jan Lipinski sur Crédit Mutuel qui monte sur la première marche du podium, suivi de 2 Italiens, Ambrogio Beccaria sur Alla Grande Pirelli et Alberto Bona sur Ipsa. On part le long des côtes américaines pour parler de The Ocean Race. Le 23 avril dernier a été donné le départ de la 4e étape, Itajaí au Brésil, direction Newport aux États-Unis. 4 jours après le départ, Kevin Escoffier, skipper de PRB Holcim, annonçait qu'ils avaient dématé et que tout le monde allait bien. Ils ont donc abandonné et ont rejoint Rio pour réparer. Eleven Hour Racing mène la flotte, mais les bateaux sont très très proches les uns des autres, donc il y a un énorme suspense. Ils sont attendus vers le 10 mai à Newport. Allez, maintenant on parle d'olympisme, avec la semaine olympique française à hier qui s'est terminée samedi 16 avril. La France se classe première nation avec 3 médailles d'or et 1 de bronze. Les Français s'imposent notamment en kitefall avec les victoires de Lauriane Nolo et Axel Mazella et la médaille de bronze de Jessie Kampmann. Et en planche IQ-foil avec le jeune Fabien Pianazza qui remporte également l'or. Prochain rendez-vous pour l'équipe de France olympique, c'est à Marseille pour les test events du 7 au 7 juillet. Et pour terminer, notez 2 rendez-vous qui vont arriver prochainement en CLGP. La saison 3 se termine les 6 et 7 mai avec le Grand Prix de San Francisco, dont la seconde journée sera consacrée à la grande finale qui va réunir les 3 premières équipes au classement général. Donc on croise les doigts parce que les Français sont en bonne posture. Et en IMOCA, 13 duos prennent le départ le dimanche 7 mai de Brest, de la Guyadère, Bermude Mille Race. C'est la fin de ce 5e épisode saison 2. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié et senti un peu l'air iodé. Beaucoup de choses se préparent encore et Anne et moi n'avons de cesse d'échanger sur 1000 sujets. Alors on attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, on adore vos messages. Salut Anne et la grosse bise à tous. Merci à vous tous. Rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast et j'en passe. Partagez notre podcast, parlez-en autour de vous. Et puis vous savez qu'on aime les messages. Alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter.